Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 187. Dans cette chronique, je vais tenter de rétablir la vérité, car j'entends de ci, de là, pas mal d'inepties sur la responsabilité des communistes vis-à-vis d'Hitler et son accession au pouvoir. Et donc, je vais rester, je dirais, typiquement universitaire et factuel. Je vais donner des exemples, et plus particulièrement des preuves historiques, sans rentrer bien entendu dans une sorte de doxa hystérico, je dirais, maladif, ou hystérico-propagandiste, ou hystérico-révisionniste, on va dire ça comme ça. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Hitler n'a pas été élu démocratiquement, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Je l'entends malheureusement même chez des gens d'une certaine qualité. Savoir que la division de la gauche de l'époque n'est pas la seule responsable de son accession au pouvoir. Je vous invite à scruter plus profondément le rôle de la droite et des partis conservateurs et du patronat dans la période de 1930 et de 1933. Je vous recommande de lire les ouvrages universitaires de Annie Lacroix-Rize, dans Le choix de la défaite par exemple, où ces travaux ne peuvent pas être remis en cause. Alors revenons à ce qui nous intéresse. Hitler est arrivé au pouvoir légalement et pas démocratiquement. C'est là la nuance. Et souvent les gens confondent la légalité et, je dirais, la démocratie. Alors ce sont deux notions qui peuvent s'avérer différentes, voire même à des moments dans l'histoire antagonistes. Et je dirais que pas démocratiquement, c'est là toute la nuance. Alors il fut nommé bien entendu par le président de la République de l'époque, donc la République de Weimar, en l'occurrence Hindenburg, qu'il a nommé chancelier le 30 janvier 1933. Et malgré le fait qu'il n'y ait eu aucune majorité au Reichstag. Et de surcroît, son parti, si vous analysez effectivement historiquement les faits, vous verrez que son parti fut en recul. Alors, il faut savoir que à l'époque, la République de Weimar avait un article qui était l'article 48.2 de la Constitution allemande qui permettait au président de nommer n'importe quel chancelier indépendant. Je dirais bien même indépendamment de la démocratie. Et c'est ce qui avait été fait dans le passé. Alors Hitler, une fois nommé, bien qu'Édimbourg, il faut lui reconnaître ça, avait certaines réticences vis-à-vis de ce petit palefrenier, mais il n'en demeure pas moins qu'il l'a nommé. Et Hitler, bien entendu, en a profité pour demander à Édimbourg, puisqu'il n'avait pas d'autre choix que de passer par le, je dirais, le président de la République, il n'avait pas d'autre choix que de passer par lui pour lui demander la dissolution, bien entendu, du Parlement. Et ce que, bien entendu, n'ayons pas peur de le dire, ce premier s'est exécuté à faire. Hein. Bon. Alors Hitler, à ce moment-là, a eu toute l'attitude, je dirais, de gouverner sans représentation nationale et dans l'attente de la mise en place des élections. Alors, il faut savoir qu'il mettra en place des ordonnances sans le consentement d'Édimbourg. Il faut savoir qu'il y a eu à l'époque 3 ordonnances. Il a supprimé la liberté de la presse, le Rassemblement pour le Parti communiste, à l'époque le KPD, le KPD, et l'interdiction d'émettre une quelconque critique à l'égard du gouvernement, et tous les moyens bien entendu dont ce que Hitler pouvait disposer pour mettre en œuvre ses sinistres desseins. Donc, maintenant pour présenter les faits dans l'ordre chronologique.
même si je ne vais pas évoquer Mussolini, qui fut un temps, je dirais, le maître de Hitler, hein, et sa conception nietzschéenne des choses, mais je voudrais tout d'abord attirer encore l'attention sur la singularité de la guerre menée par les puissances fascistes européennes contre l'Union soviétique, que d'autres aujourd'hui osent assimiler, malgré le sacrifice de plus de 24 millions d'individus, au communisme et à l'Union soviétique, à une certaine forme de nazisme ou de fascisme, par-delà, je dirais, des manipulations, voire même des interprétations hystérico-maniaques pour mieux, je dirais, servir des desseins néolibéral ou capitaliste. Bon, bref. Alors, je disais que les puissances fascistes européennes contre l'Union soviétique, avec Hitler à leur tête, bien entendu, et bien plus que, je dirais, Auschwitz, qui fut part de cette vaste agression contre l'humanité, il faut bien le reconnaître, et il ne peut, je dirais, s'expliquer que dans un contexte général. Alors, j'ai retrouvé des textes du général Alder qui sont assez intéressants, et je vous invite donc je vais les citer, à m'écouter. Dans ces carnets, à propos du discours prononcé par Hitler devant 250 officiers supérieurs de la Wehrmacht, donc le gratin, le 30 mars 1940, voilà ce que Hitler dit à l'égard de l'Union soviétique, et plus particulièrement des Russes. Alors notre tâche à l'égard, je cite, notre tâche à l'égard de l'Union soviétique, détruire son armée, démanteler son État. Affrontement de deux conceptions du monde, bien entendu. Condamnation radicale du bolchevisme, équivalent à un gangstérisme irrespectueux de la vie sociale soumis aux potentats juifs, dont le judéo-bolchevisme, le judéo-marxisme est un des fondements précis. Communisme, terrible menace pour l'avenir. Il nous faut, je dirais, renoncer à l'idée de camaraderie militaire. Le communisme n'est pas un camarade, ni avant ni après. Il s'agit d'une guerre d'extermination. Il faut mener la lutte contre le venin de la démoralisation. Il ne faut pas s'en remettre pour cela aux tribunaux militaires, les exécuter sur place, car ils sont des sous-hommes. Les chefs des forces combattantes doivent savoir de quoi ils s'en retournent. Au combat, ils doivent être des meneurs d'hommes. Ce combat sera très différent du combat à l'ouest, à l'est. La dureté est gage de douceur pour l'avenir. Les chefs doivent exiger d'eux-mêmes le sacrifice de surmonter leurs scrupules. Ensuite, cela se traduira par l'ordre d'assassiner les responsables politiques. Et cela se traduisit par des massacres commis par les groupes d'intervention, les Einsatzgruppen. Et le but de la guerre, quel était-il? Ma foi, c'est de mettre en place, après avoir décimé le peuple russe, des terres vierges pour le peuple allemand. Alors, bien entendu, je voudrais vous appeler un petit peu à la raison. Vous savez qu'aujourd'hui, chaque année, à Moscou, les Russes commémorent le 9 mai la Grande Guerre patriotique. Donc, je voudrais quand même faire réfléchir les individus qui assimilent le communisme et le nazisme ou l'islamo-gauchisme, enfin une espèce de déclinaison porte-valise qui, en somme, ne veut plus rien dire. Comme disait Julien Freund, qui était un philosophe allemand, quand tout devient philosophie, plus rien n'est philosophie. Voilà, c'était une petite chronique pour remettre les choses, je dirais, en place. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.